as devancé un petit peu tout cela? Est-ce que tu as pris les devants pour te préparer au mieux? Bah, on va dire que durant cette période qui était un peu du coup calme, j'ai fait énormément de physique. J'ai la chance, comme tu l'as dit, d'avoir mon chéri qui est préparateur physique et qui m'a fait un programme sur mesure. Donc ma journée type, elle s'organise. Écoute, je me lève le matin vers 8h30, un truc comme ça. Et ma première séance de physique se déroule aux alentours de midi, où c'est plus à base de muscu. Et le soir, c'est plus du cardio, parce que j'ai un vélo d'appartement chez moi. Donc j'ai pu faire un programme aussi, on va dire une seconde pré-temporada sur le vélo. Le couple a tenu pendant ce confinement ou non? On a vu parler du couple. Alors, d'autant que tu travailles avec lui, du coup, pour cette préparation. Ça a bien tenu ou c'est compliqué? Ça a bien tenu. C'est conflictuel parfois, Ah, c'est ça. forcément. Alors, on va en parler. Euh, Oui, ça t'intéresse. Le punk, ça t'intéresse plus que le paddle. Non, c'était franchement, ça s'est plutôt bien passé parce que on était dans ma famille à Biarritz, donc on était voilà 5 personnes à la maison et ça s'est plutôt très bien passé, même avec euh, même avec mon couple. Ah, bon. Bon, bah, T'aurais préféré le contraire au vu de ta tête. pas une fois les dossiers. Bon, Oui, je sais, t'en auras peut-être plus tard. on va véritablement lancer cette interview. On va commencer d'abord par le début. Mhm. Ton début dans le paddle, et même on va parler d'avant. Parce que c'est vrai, finalement, d'ailleurs, quand on a mis cette interview en ligne sur Paddle Magazine, on a eu quelques personnes qui ont dit: Ah, mais c'est une joueuse finalement qui est relativement récente. Est-ce que ça fait longtemps qu'elle joue au paddle, etc. Bah, justement, on va essayer de voir avec toi ton parcours d'abord sportif avant de te lancer dans le paddle. Comment ça s'est déroulé pour toi? Bah, ça a commencé avec le tennis, comme la plupart des joueurs de paddle français. J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 7 ans, 8 ans. J'ai joué jusqu'en septembre 2016, si je me trompe pas, où j'ai atteint mon meilleur classement, qui a été moins 4,6. Et dans cette année 2016, Marianne Vandel m'a envoyé un message en décembre, si je me trompe pas non plus, pour me dire qu'il y avait un tournoi. Alors, à l'époque, c'était le Master Babola Tour, je sais plus trop le nom, mais c'était un master qui se déroulait au Toulouse Paddle Club. Voilà. Le My Paddle Tour, l'ancêtre Voilà. du FFT Paddle Tour. Exactement. Donc, elle m'a envoyé un message me disant qu'il manquait des équipes filles pour que le tournoi puisse se jouer. Et donc, elle m'a demandé si ça me disait bien de jouer avec elle. On se connaissait de vue, mais pas plus que ça. On n'avait jamais joué au paddle ensemble. Et donc, ça a été ma première compétition officielle avec Marianne. Le tournoi qu'on a gagné. Sans, sans, euh, sans ce tournoi, sans cette demande particulière d'une joueuse, d'une bonne joueuse dans ce tournoi, dans ce circuit, peut-être qu'on ne serait pas ensemble là, dans ce face-à-face. Ouais, il y a des chances. Ça s'est joué là. Est-ce que tu aurais joué quoi qu'il arrive? Tu avais le paddle déjà, tu avais déjà été approché ou tu avais déjà été curieuse par ce sport? Ou alors ça a été un concours de circonstances total et c'est grâce à cela qu'on te retrouve aujourd'hui dans l'équipe de France et puis lancé sur le Water Tour? Je pense que c'était un concours des circonstances. Je jouais au paddle, mais vraiment pour m'amuser et j'avais pas en tête forcément de faire des tournois à cette époque-là. Et qu'en fait, quand elle m'a demandé, je me suis dit bah pourquoi pas. Je suis une compétitrice. Au final, j'ai joué au tennis pendant longtemps et voilà, ce côté compétitrice en moi a pris le dessus et je me suis dit bon allez, on y va et on verra bien. De toute façon, je suis nouvelle dans cette activité et voilà ce que ça a donné. J'en suis là aujourd'hui. Bon, alors, nouvelle, rappelons-le, hein, 61e joueuse mondiale, troisième joueuse Mhm. française. Allez, on va Mhm. dire que ça fait 2-3 ans que tu es vraiment dans le paddle. Ouais. Euh, tu t'y attendais, est-ce que tu t'étais dit à un moment donné, en tout cas au départ, je suis une bonne joueuse de tennis. Rappelle-moi nous ton classement, je Moins crois, 4-6. moins 4-6. Je pense même que tu aurais peut-être pu aller plus loin, tu avais le potentiel, je crois, pour aller plus loin dans le tennis. J'avais le potentiel, oui. Après, il faut beaucoup de choses dans le tennis. C'est un sport très compliqué, individuel. Voilà, faut partir en voyage un peu loin pour gagner des points. Et bah, au final, j'ai préféré faire un sport par équipe. Un sport par équipe, mais du coup, est-ce que tu voyages plus dans le paddle ou dans le tennis? Parce que dans le paddle, on peut dire que tu es aux quatre coins de la France, au moins, et Espagne Ouais, maintenant. ouais. Dans le tennis, je voyageais plus à l'échelle mondiale, si on peut dire. J'ai fait plus de pays qu'avec le paddle où ça reste entre la France et l'Espagne.
Alors, j'ai vu que c'était un sujet qui revenait souvent sur les réseaux sociaux. C'était justement comment, euh, comment ça se passe. Déjà, pour un joueur, c'est compliqué, mais pour une joueuse, c'est encore plus compliqué. On a vu d'ailleurs plusieurs fois sur circuit professionnel des joueuses manifester leur désaccord, leur incompréhension au vu des différences de traitement qu'il pouvait y avoir entre les tournois messieurs et les tournois dames. Dans le tennis, c'est vrai qu'il y a eu régulièrement ce sujet, même si les circuits sont de plus en plus équilibrés, on va dire, dans le top niveau. Aujourd'hui, on va dire, on est mieux placé, ça se passe mieux du côté paddle, il y a plus d'équilibre, il y a plus d'équité, ou alors il y a encore, c'est encore, la différence est encore plus importante au paddle que dans le tennis. Moi, je vois pas trop de différence. En fait, je suis tellement portée sur la compétition en elle-même que tout ce qui se passe à côté, c'est un peu. C'est pas que ça me regarde pas, mais ça m'intéresse pas forcément beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui se passe sur le terrain et pas forcément en dehors. Alors après, les différences, moi, ça me paraît pas choquant entre les femmes et les hommes. Surtout que je sais que tout est fait pour équilibrer la chose. Donc non, ça me choque pas plus que ça. Alors, merci hein, à vous tous, effectivement. Merci à Fran Rodan, effectivement, Paddle Magazine, The Best. Bon, bah oui, 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 mais The Best, Tu le sais. grâce à Léa aussi, grâce à Achat, Oui. grâce à Pauline, grâce à Nico, à Nicolas, hein, que vous connaissez, Nicolas, qui est mon frère, hein, qui s'occupe en grande partie des réseaux sociaux, l'expert. Donc, justement, on nous pose une question qui Mhm. revient forcément, va revenir probablement. Est-ce que tu gagnes ta vie avec le paddle? Alors, c'est une question que dont je voulais pas trop en parler, ou en tout cas peut-être plus vers la fin. Maintenant, Mhm. dans le thème, justement, dans ce thème-là, est-ce qu'aujourd'hui, avec les sponsors, tu peux y arriver en tant que troisième joueuse française, en tant que 61e joueuse mondiale? Est-ce qu'on peut y arriver avec au moins les sponsors? Est-ce qu'on peut arriver à gagner de l'argent? En tout cas, à s'en sortir, à pas trop perdre d'argent? Oui, Oui. oui, avec le sponsor, oui. Après, ça dépend des joueurs. Mais je pense que tous ceux qui se sont lancés en Espagne, euh, je prends l'exemple de Joanne, Bastien, Laura, si on est parti, c'est qu'on a quand même des sponsors derrière qui nous permettent de pouvoir nous entraîner toute l'année et participer au tournoi. C'est un préambule, c'est-à-dire que oui, vous aviez l'intention d'y aller en Espagne, mais uniquement si derrière ça suivait. Bah oui, le but c'est pas de jouer à un sport. Ok, c'est une passion, c'est quelque chose qu'on adore, mais c'est pas non plus de perdre l'argent, de jeter l'argent un peu par la fenêtre. Pourquoi je te pose la question, et c'est peut-être certainement l'une des questions que souhaitait poser Nico Henry, Mhm. parce que tu parlais de tennis juste avant, du fait que ce soit compliqué avec les voyages, etc. Pourtant, il m'est arrivé souvent d'entendre des joueurs et joueuses dire que c'est dur financièrement. À chaque fois qu'on voyage, on sait qu'on va perdre, quoi qu'il arrive. Alors, poser la question, est-ce que Ouais. seul, c'est la même chose? Est-ce que le paddle c'est la même chose? Je pense pas, parce que en tout cas moi, mon expérience tennis, je perdais plus d'argent parce que les déplacements étaient plus loin, on va dire. Ah, plus loin. Alors ouais, étaient plus loin, donc les voyages étaient plus longs, donc après ça, les prix augmentaient, on va dire, les coûts, les frais augmentaient. Là, au paddle, au final, je suis à Madrid maintenant, donc je suis dans la capitale espagnole. Et pour aller me déplacer dans les différents tournois qui se passent en Espagne, au final, je prends la voiture. Le plus souvent, on prend la voiture et c'est pas très loin et ça, c'est un moindre coût, on va dire. Euh, on va poursuivre sur la partie partenaire. Tu as commencé l'interview en nous expliquant que ce que tu appréciais dans le paddle, c'est le côté collectif, c'est qu'on n'était pas seul. Ouais. Et que justement, tu reprochais au tennis, enfin, c'est le sport qui veut ça, ce Mhm. côté individualiste. Oui. Euh, Pourtant, on le sait, hein, on le sait que dans le paddle, et puis il suffit, j'ai cru voir une question dans ce sens tout à l'heure, on t'a vu avec plusieurs partenaires. Euh, Finalement, en 3 ans, tu as eu beaucoup de partenaires, alors qu'on dit en règle générale qu'il vaut mieux rester avec un partenaire pour travailler les réflexes, etc., etc. Manifestement, ce conseil qu'on entend souvent de la part de profs, bah, il ne s'adresse pas à toi. Qu'est-ce Bah, qui s'est passé? Comment s'est déroulée cette évolution, ce mode de fonctionnement avec tes partenaires? en fait, tu as dit le mot juste évolution, c'est-à-dire que évolution de mes objectifs.
évolution de mes envies, donc évolution aussi des partenaires. Marianne, par exemple, si on prend l'exemple de Marianne, elle a plus un projet de paddle français. Moi, à cette période-là, je voulais un peu plus. Et en même temps, je savais pas trop comment me lancer, donc j'étais un peu entre me lancer et rester en France. Donc j'ai choisi de jouer avec Mélissa, qui était un peu dans la même dynamique que moi. Elle voulait voir un peu ce que ça pouvait donner en Espagne, mais tout en étant pas forcément sûre à 100%. Et voilà, et l'évolution s'est faite. Aujourd'hui, je joue avec Laura parce qu'on a les mêmes objectifs, parce que voilà, on a la même dynamique, on a les mêmes envies et voilà. Alors, justement, même dynamique, mêmes envies. Mhm. Pourtant, on t'avait vu il y a un an, on t'avait vu jouer, j'ai oublié son nom, je vais la retrouver, mais avec une joueuse espagnole, avec Carmen Carmen. Alors, je sais que c'est un nom assez. Garcia Prado, un Voilà, truc comme Garcia ça. Prodo, Carmen Garcia Claude, on y arrive, on y arrive. Oui. Euh, Vous aviez pourtant toutes les deux le même objectif. Il y avait eu des bons matchs, vous avez fait de belles performances. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu as décidé de jouer avec, on le rappelle, hein, Laura Clergue, on peut dire, qui est celle qui a lancé cette dynamique des joueuses françaises à se Totalement. lancer sur le circuit professionnel. Comment ça s'est passé, justement? Alors, ça s'est passé. Donc, Carmen, j'ai commencé à jouer avec elle à partir de septembre l'année dernière. Ça s'est super bien passé. Malheureusement, on ne parlait pas la même langue. C'est-à-dire que l'espagnol, à ce moment-là, je ne connaissais pas un mot. Donc, le discours était d'un côté facile parce qu'on ne se parlait pas. Et d'un autre côté, pour parler tactique, c'était compliqué. Et moi, du coup, vu que je suis partie vivre à Madrid, mon objectif, c'était de m'entraîner avec une fille qui habitait dans la même ville que moi pour pouvoir mettre en place des choses tactiques, voilà, pour pouvoir être une vraie équipe. Et alors, forcément, j'ai envie de te la poser cette question, hein. Tu sais que je vais te la poser, hein, parce que bon, bah, voilà. Je sais pas laquelle, mais je m'attends à tout. Bah, je pense à Mélissa Martin, Ouais. forcément, parce que elle aussi joue en, Mhm. en Espagne, à Madrid. Elle aussi a des ambitions, enfin en tout cas, elle espère pouvoir faire de belles choses sur le circuit professionnel. Vous Carrément. avez pourtant commencé ensemble, vous avez joué ensemble sur ce circuit français. Vous êtes quasiment partis, enfin vous êtes partis en même temps. Et puis voilà qu'on te voit avec Laura et Mm. Mélissa prendre une autre trajectoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, la transition justement? Il y a eu beaucoup de choses quasiment en même temps. Peut-être pour nos internautes, essayer de comprendre cette évolution. Alors, on va recommencer du début, c'est-à-dire que Mélissa, j'ai joué avec elle à partir de janvier 2019. Elle voulait faire tous les World Paddle Tour. Et moi, en fait, j'étais pas sûre encore de vouloir me lancer à 100% parce que j'ai commencé à m'entraîner donc l'année dernière. J'ai commencé à avoir une structure, un cadre vraiment sérieux. Mais j'avais pas de résultat qui pouvait me permettre de dire que bah voilà, j'ai envie de me lancer, ça y est, c'est parti. Donc on a commencé à jouer avec Mélissa et on va dire qu'elle a traversé une année très compliquée dans un point de vue personnel. Elle a traversé des choses dures, voilà, donc c'est sa vie. Je rentrerai pas dans les détails, mais du coup, ça a un peu empiété sur le côté sportif, donc sur le terrain, puisqu'elle n'était plus épanouie et heureuse sur les terrains. Donc j'étais plus à la soutenir plutôt qu'à jouer au paddle. Toutes les deux, on était plus à se soutenir qu'à jouer au paddle. Donc j'ai décidé de jouer avec une Espagnole, avec une fille qui pouvait m'apporter une certaine expérience que peut-être enfin, que Mélissa n'avait pas. Et je pense que j'avais besoin de ça. Et au final, ça a été bénéfique pour moi parce que bah, Carmen m'a apporté plein de choses, même si on ne se parlait pas dans le jeu. J'ai vachement évolué. Et avec Mélissa, on va dire que je pense qu'on n'était pas en phase l'année dernière pour pouvoir espérer à faire de bons résultats ou au moins atteindre les objectifs qu'on s'était donnés en début d'année. Aujourd'hui, tu joues avec Laura Clark. C'est pas une première, hein. On se souvient, en tout cas, oui, on est un certain nombre à nous souvenir que tu avais déjà joué avec Laura Clark. C'était au Paraguay il y a Ouais. 2 ans, lors du mondial. Et à ce moment-là, c'était pas simple sur le terrain. Vous avez vu toutes les deux. D'ailleurs, j'ai vu une question de ce genre sur Instagram ou Facebook. Nous Mhm. explique que justement, ça avait pas été si simple que ça. On pensait pas que vous alliez rejouer ensemble. Et puis, qu'est-ce qui a fait que finalement, bah, 2 ans plus tard, vous vous lancez toutes les deux ensemble sur le circuit professionnel? On a discuté.
tout simplement. La communication, on a mis les choses à plat. C'est vrai qu'après le Paraguay, on s'était dit pourquoi pas tenter l'aventure. J'ai fait le choix de jouer avec Melissa. On va dire que ça a été quelque chose de compliqué à digérer pour Laura, ce que je peux comprendre. Et avant les Europes, on savait qu'on allait être en équipe de France toutes les deux. On s'est donné rendez-vous, je suis allée chez elle et on a parlé. On s'est dit ce qu'on avait à se dire. Et on est reparti sur une feuille blanche. Et c'est pour ça que ça a bien marché aux Europes. On a fait un super bon championnat d'Europe ensemble. Et donc la suite logique, c'était de jouer avec elle. Les championnats d'Europe, c'était presque comme un test pour voir si ça pouvait matcher et voir si, on va dire, les petites tensions étaient derrière nous, entre guillemets. Et manifestement, le championnat d'Europe, ça s'est très bien passé. Je sais même pas si on peut dire que c'était un test parce que en fait on est parti vraiment la tête libérée après avoir eu notre discussion, on avait tout déballé sur la table et voilà on repartait sur une nouvelle page et donc même pas un test en fait, on a juste profité ensemble et on jouait bien en plus à cette période ensemble Ça veut toutes dire, les deux. ça veut dire que vous saviez à ce moment-là que vous alliez jouer sur le circuit professionnel? Non, Vous alliez ça jouer s'est fait après. Ah, ça s'est fait après. Donc, Oui. donc ça veut dire que quand même, ça a dû jouer un impact. Admettons que vous ayez eu, on va dire, les mêmes relations, les mêmes petits soucis qu'au Paraguay il y a 2 ans. Est-ce que cela aurait amené à une association de la paire Godalier-Clerc sur le circuit professionnel? Je pense pas. Ah, d'accord. Bah non, forcément, parce que si ça se passe pas bien, si les championnats d'Europe avaient été un échec, entre guillemets, on Ouais. n'aurait pas, que ce soit elle ou moi, on se serait pas projeté ensemble, je pense plus que ça. Donc les championnats d'Europe cette année en Italie, au vu des résultats, a fait que derrière, a fait que vous vous êtes dit, on peut essayer de nous lancer toutes les deux. Ça a été un élément déclencheur, c'est vrai, parce qu'on a super bien joué ensemble et on s'est super bien entendu. Et puis je dirais aussi que maintenant on sait que dès qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut en parler, on communique, on a évolué dans ce domaine. Et je pense que c'est la chose la plus importante. C'est dur de trouver un bon partenaire ou une bonne partenaire, pardon. On parle pas assez de ce facteur-là, de cette notion-là de partenaire, parce que c'est dur d'avoir un bon partenaire et d'être aussi un bon partenaire. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense qu'avec Laura, on a progressé sur ça. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien et qu'on joue bien ensemble. Alors c'est Jean qui nous pose une Ouais. question pendant ce thème et qui nous demande si tu as. Alors effectivement, tu n'as pas tous ces partenaires en même temps. Tu as tu as de Oui. nombreux partenaires. A priori, tu n'as qu'une partenaire pour l'instant. Oui. Alors, peut-être que la question, c'était plutôt est-ce que tu as une partenaire différente entre le circuit français, comme on peut le voir chez les messieurs, et le circuit professionnel? C'était ça la question. Et aujourd'hui, on va dire que c'est l'unique partenaire que tu as, autant en France que Oui. c'est ça. Ouais. Comment on fait pour changer de partenaire sans problème? Alors là, j'imagine que ça nous demande. Alors, mais c'est une question très intéressante parce que Ouais. finalement, c'est peut-être presque le plus compliqué à gérer. Tu nous le diras oui ou non. C'est Ah, si, si. le changement de partenaire. Dieu sait que tu en as eu finalement dans une période très courte. Comment ça se gère? Est-ce que on peut avoir du coup des soucis avec d'anciens partenaires? Voilà, comment ça peut fonctionner cela? Est-ce que justement tu te dis pas que finalement le paddle, c'est plus compliqué, plus individualiste que le tennis parce que ça peut faire mal? Alors, je me dis pas que c'est plus individualiste, mais encore une fois, cette notion de partenaire est hyper compliquée, que ce soit pour jouer ou, à un moment donné, si ça va plus, quitter la personne en question. On est presque comme un couple, on dirait, enfin, on va dire tout au long de l'année sur un terrain. Je dirais que non, c'est pas facile, forcément, de quitter quelqu'un. Ça l'a pas été avec Marianne, ça ne l'a pas été avec Melissa, je le cache pas. Ça a été compliqué à encaisser pour elle et je peux le comprendre. Et avec Carmen, ça a été un peu plus simple parce que je pense qu'en Espagne, ils ont plus cette notion de changement de partenaire si jamais une des deux personnes aspire à mieux. Bah voilà, c'est plus, on va dire qu'on le voit plus en Espagne et que c'est plus quelque chose de normal. Et je pense que voilà, il faut qu'en France ce soit un peu la même chose, qu'on adopte un peu la même dynamique parce que voilà,
toutes les équipes parfois changent. Enfin, tous les gens ont envie de changer à un moment donné, à part si ça se passe super bien. On a pu entendre c'est vrai, suite à nos dernières interviews, on a pu entendre certains joueurs, messieurs notamment, c'est vrai dire, Ouais. c'est vrai que ça fait partie de la vie, si on change, on change. Bon, on le sait, le paddle c'est comme ça, même si ça peut être compliqué. On se souvient de Bastien Blanquet avec Joe Bergeron à l'époque lorsqu'ils se sont lancés sur le circuit professionnel. On savait que la séparation n'avait pas été si simple que ça. Maintenant, pour les messieurs, je pense que les choses sont plus normales, mais on a entendu surtout ces joueurs dire, et je pense aussi à Alex Colombon, de dire, eh ben, à un moment donné, si on a une possibilité de passer les tours, d'évoluer, d'avoir quelqu'un qui est mieux classé, etc., c'est comme ça, il faut en parler, Totalement. mais voilà, ça peut être mon cas pour moi, ça peut être le cas aussi pour ma partenaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça peut être juste Exactement. comme ça que ça se passe. Ça, ça veut dire qu'avec Laura, admettons que demain, vous avez un projet, hein, toutes les deux, mais admettons Ouais. que demain, vous avez, toi ou Laura, être sollicité par une joueuse du top 50 mondial. Est-ce que, du coup, ce serait une occasion, peut-être pour vous, mais d'évolution et de séparation aussi? Alors, top 50, je sais pas. Parce que tout simplement, top 50, en toute honnêteté et sans avoir le boulard, je pense qu'on peut gagner jusqu'à top 50 toutes les deux. Donc, s'il y a au-dessus, que ce soit pour elle ou pour moi, à voir où est-ce qu'on en est dans nos résultats dans l'année. Mais c'est sûr que si on traverse une phase compliquée et qu'elle a une proposition ou moi, on y réfléchira. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on en parle, qu'on en parle de suite, qu'on en parle entre nous. Mais en tout cas, si elle devait avoir une proposition d'une joueuse meilleure que moi ou mieux classée, qui pourrait lui permettre du coup de s'enlever des tours dans les qualifs, ben, je le comprendrais totalement. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Le padel, c'est un sport collectif, mais aussi individuel de ce côté-là. Je voulais parler de ton évolution dans le jeu, mais on va peut-être parler aussi de l'évolution sur le plan mental. Qu'est-ce qui a plus évolué sur le plan de ton jeu depuis tes débuts? Parce que rappelons-le, hein, tu t'es lancé de manière sérieuse il y a à peu près 2 à 3 ans. Tout de suite, très rapidement, et c'est vrai que je me souviens aussi de tes premiers pas dans le paddle, tout de suite on s'est dit, oulala, attention, on a une sérieuse qui débarque, et un peu dans le même genre, disons-le, hein, un peu comme avec Alix Colombon et Jessica Gigné, elles avaient un tout petit peu joué à Lyon, puis surtout elles avaient montré de très belles choses à Lille lors de leur premier championnat de France. Très vite, ouais. Et très rapidement, on s'était dit, et puis quasiment dans l'année qui suit, elle s'était retrouvée dans la Team France. Toi, on va dire que tu as eu un parcours presque équivalent, même si évidemment tu as justement Jessica Gigné et Alice Colombon qui sont ensemble et qui aujourd'hui règnent en maître sur le circuit français. Est-ce que tout de suite tu as senti que tu avais ce potentiel pour très rapidement gravir les échelons et accéder à une équipe de France? Non. La Team France, non? Non, pas de suite. Il a fallu du temps. Moi, je fonctionne avec les résultats. Enfin, c'est-à-dire, j'ai beau me faire des plans dans la tête. S'il n'y a pas les résultats qui sont là, ça sert à rien de voir plus loin. Donc, avec Marianne, les résultats sont venus petit à petit. Donc, au fil de l'année où on a joué ensemble, ouais, c'est devenu de plus en plus concret le fait de vouloir accéder à la Team France. Mais sinon, dès le début, non, j'y ai pas de suite pensé. Pour moi, c'était trop loin encore. À partir de quand tu t'es dit à un moment donné, bon, maintenant il va falloir qu'on se mette des objectifs et puis qu'on essaie d'aller gratter. À partir de quand tu t'es dit, allez, j'y vais, je me lance véritablement dans ce sport? Véritablement, l'année dernière, Ah, l'année dernière, ah oui. Donc, 2019, parce que en 2018, je m'entraînais, mais je faisais que des parties au final. Je m'entraînais pas sérieusement, j'avais pas de cadre. En fait, c'est venu à partir du moment où j'ai rencontré Rolleray en fin 2018, donc juste après le Paraguay. ouais. Et où il m'a dit qu'il allait devenir entraîneur au Fort Padel de Bordeaux. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Et au final, j'ai accroché direct avec Rolleray. Et il y avait aussi Jean-Thomas Perroux qui allait s'entraîner avec lui et qui m'a poussé à venir m'entraîner avec lui.
Donc, on s'est entraîné à partir de l'année dernière et c'est là où je me suis dit, bah, ouais, là, ça devient sérieux. J'ai un cadre, j'ai un préparateur mental, un préparateur physique, un entraîneur paddle. J'avais tout, quoi. Pour terminer un peu sur la partie compétition, Team France et puis World Padel Tour, deux questions à te poser. Elles sont revenues ici ou là sur Instagram, à savoir, est-ce que tu as des objectifs d'abord, donc du coup, à l'international? Aujourd'hui, rappelons-le, hein, tu es 71, 71. ouais, 71, d'accord, 71 joueuse mondiale. Tu as dit que tu pouvais remporter des matchs face au top 50. Aujourd'hui, clairement, dès que la saison reprend, avec Laura, l'objectif, c'est 50. D'ailleurs, Laura fait déjà partie, je crois, du top 50. Elle a déjà fait partie. Ouais, elle a déjà fait partie. Alors moi, j'ai un peu le même souci que Ben Tison, qui, en fait, moi l'année dernière, en début d'année, c'est là où j'ai pas fait de résultats. Donc en fait, ce coronavirus est venu déjouer mes plans un peu. Mais à la reprise, avant ce coronavirus, l'objectif était d'atteindre le top 50-45. Mais ça, c'était le top du top, parce que pour atteindre ce classement-là, il aurait fallu atteindre un bon nombre de fois le tableau final. Mais c'est l'objectif que je m'étais fixé. Laura, je pense qu'il est différent parce que elle est plus proche du top 50 que moi, donc c'est une autre histoire. Mais voilà, à la reprise, je pense que c'est encore possible d'aller chercher cet objectif-là. Donc ouais, top 50, top 45. Top 45, top 50, c'est l'objectif de Léa Godalier et de Laura Clerc pour la fin de l'année. Là, je vois que en France, on parle de est-ce qu'il est possible. Donc, c'est Eric Manfro qui nous demande s'il est possible de détrôner Colombon-Gigné. En France, c'est une question souvent que je revois sur les réseaux sociaux. Étonnant. Étonnant, non? Ouais. Pourtant, elle gagne rien, je comprends pas. Tu les connais évidemment, ce sont tes partenaires, tes collègues dans la Team France, avec qui tu t'entends très bien, mais aussi tes adversaires, souvent dans le dernier carré. Et à ce jour, ça a été plutôt compliqué. Hein. Ouais, ça a été très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à des joueuses comme ça qui sont au-dessus du lot? Est-ce qu'il y a un plan, Ginny Colombon? Est-ce qu'avec Laura, justement, vous en avez parlé? Est-ce que vous avez mis des stratégies en place? Et évidemment, si vous avez mis des stratégies, c'est le moment ou jamais de les partager. De ne pas les dire. Oui, voilà. Bien sûr, c'était l'objectif de cette année en France. C'était d'être championne de France avec Laura. Sauf que pour ça, il faut qu'on fasse un match presque parfait. On n'a pas le droit à l'erreur. En tout cas, on partait du principe que Alix et Jess allaient jouer leur meilleur niveau. Et pour espérer les battre, faut jouer le match parfait. Donc on en a parlé. Tactiquement, on savait vers quoi partir. Malheureusement, il n'y a pas de championnat de France cette année, donc ce sera pour l'année prochaine. Mais bon, ça nous laisse du temps pour peaufiner notre tactique et être prête pour 2021. Alors, je vais te poser la question différemment. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans ton jeu qui peut gêner les championnes de France de padel que tu n'avais peut-être pas il y a encore un an? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai surtout progressé dans le domaine du mental parce que pour moi, avant, Alix et Jess, c'était presque marquer le plus de jeux possible. Là maintenant, je suis sûre de mes capacités, de mes qualités, chose dont je n'étais pas sûre avant. Et ça change tout au final parce que sur le terrain, je suis beaucoup plus confiante, je prends plus de place, si on peut dire, je m'impose plus. Et Laura, c'est un peu pareil, elle a pris conscience de ses qualités. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire ce chemin-là ensemble. C'est parce que toutes les deux, on a pris conscience qu'on pouvait faire quelque chose. Et qu'est-ce qui pourrait faire en termes de jeu, je pense qu'on prend beaucoup plus le filet avec Laura. Ça a été le travail qu'on a effectué depuis le début de l'année. On joue de plus en plus vers l'avant. On essaye de passer le moins de temps possible derrière parce que le paddle, maintenant, c'est ça. C'est celui qui va au filet, il gagne le point, en gros. Donc maintenant, on est passé sur un paddle beaucoup plus offensif qu'avant. Surtout pour Laura qui était plus qui aimait bien défendre et travailler du fond de cours. Voilà, maintenant. Il y a quelques semaines maintenant, et on avait expliqué que l'une de peut-être la principale l'axe de travail.
jeu était justement d'aller plus vers l'avant, puisque d'ailleurs, elle avait fait, d'ailleurs, c'est marrant que tu en parles, parce que je me souviens qu'elle avait dit, elle avait fait un peu le yo-yo. D'abord, quand elle s'est lancée dans le paddle, elle a été très régulièrement devant, et lorsqu'elle est partie en Espagne, on lui a dit de jouer un peu plus derrière, ce qui l'a peut-être, selon elle, déstabilisé un peu, desservi, et qui fait que elle a peut-être aussi, pas déchanté, mais elle a eu en tout cas des succès, il y a eu quelques mauvais résultats, allez, on va dire ça comme ça, selon elle, évidemment. Est-ce que toi, justement, dans cette évolution, parce que naturellement, on te voit aller de l'avant, quand tu es allé en Espagne, Madrid, on t'a dit quoi? On t'a dit de te calmer un petit peu ou on t'a dit surtout pas, tu vas tout droit, la volée, et tu restes, et tu fais le maximum pour surtout pas reculer? Ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais pas tout droit. Il y a une phase avant d'aller tout droit, mais je dirais que Rolleray, en fait, il me connaît maintenant depuis plus d'un an. Il a vu mes qualités, que ce soit physique, technique, tactique, et il fait en fonction de ça. Et il voit que voilà, j'ai quand même un physique imposant et en plus je me déplace bien, c'est une de mes forces. Des solutions le plus vite possible pour passer de la défense à l'attaque, ou enfin autre que par le lob. Donc voilà, on a développé ça, la zone un peu qu'on appelle la zone du milieu, où on dit qu'il ne faut pas être. Moi, je l'ai exploité, enfin en tout cas, je l'exploite avec Rolleray de plus en plus pour aller vers l'avant. Euh, On va clore le chapitre Wapple Tour équipe de France. On va Ouais. continuer un petit peu sur cette partie association, partenariat, partenaire, et je pense à mixte. Mixte, pourquoi? Parce que quand tu t'es lancé dans le paddle avec Roré de Benito, Oui. tu as dit tu jouais notamment, ou entre autres, avec monsieur JT Pérou, que tout le monde connaît évidemment, hein, un très bon joueur de paddle. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de tournois mixtes de paddle, et même des paires d'âmes qui jouent chez les messieurs. Comment tu l'accueilles? Est-ce qu'on aura l'occasion peut-être de jouer l'un contre l'autre? Je ne sais pas, j'espère pas, parce que ça va être dur, hein, ça va être dur pour moi. Mais, mais comment tu vois les choses? Il y en a qui disent oui, c'est bien, d'autres qui le disent attention, ça peut être dangereux aussi. Comment tu vois les choses? Dangereux, pourquoi? Ah, bah alors, parmi les filles, les filles qui nous ont répondu ça peut être dangereux, elles ont souvent argumenté du fait que ça peut être dangereux physiquement, du fait que les messieurs, et c'est vrai, par exemple moi, je suis un maladroit, parfois on n'a pas forcément la technique qui va avec la puissance, et c'est vrai que parfois ça peut taper fort, et ça peut partir dans tous les sens. Alors bon, et c'est vrai que ça a été l'un des arguments de celles qui disent que ça peut être dangereux. Et puis voilà, puis peut-être d'autres aussi qui estiment que ça peut être très positif parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses à un niveau important peut-être, et que ça permet aux joueuses de s'entraîner contre plein d'autres joueurs. Il y a deux choses. Il y a les joueuses qui sont, on va dire, plus débutantes, qui elles n'ont pas forcément envie de se confronter à des joueurs qui peuvent être un peu bourrins sur les bords et qui peuvent envoyer des smashs dans tous les sens. Ça, je peux le comprendre. Après, ça permet aussi aux filles de pouvoir participer à plus de compétitions parce qu'on sait qu'on manque de joueuses en France. Le mixte ou le fait de pouvoir participer à des tournois hommes, c'est une chance pour nous toutes de pouvoir avoir des matchs un peu plus variés parce qu'on recherche ça aussi, c'est-à-dire que dans le paddle féminin, on se retrouve à jouer souvent les mêmes. Donc ça peut nous amener à jouer contre des mecs et contre d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc je trouve ça hyper bénéfique pour le développement du paddle féminin. Voilà. Alors, parmi les arguments, il y en avait un autre qui arrive souvent, c'est la fin des tournois dames. Mhm. Bah, Bah, eh, moi je pense pas. bah, comment tu peux, je vais te donner un exemple très précis. Demain, tu as deux P1000, Mhm. un P1000 messieurs, qui est une grande catégorie, hein, une catégorie avancée de padel, catégorie P1000 messieurs, et puis une catégorie P1000 dames. Avec la réglementation de la FFT qui fait qu'on ne peut pas jouer on peut pas jouer plus d'un certain nombre par jour.
comment une paire dames pourrait faire en même temps le P1000 messieurs, sachant que souvent ça s'enchaîne, il y a plusieurs matchs, et un P1000 dames. Et on estime qu'il va falloir faire un choix à un moment donné. Alors, je dis ça, en même temps, attention, je vais dire une bêtise, j'aurais pas dû dire P1000 parce que c'est limité, je crois, à P500 peut-être. Oui, Alors, parler de... P500. Bah, moi, je pense que à partir du moment où les filles jouent un P1000 féminin, là, il y a quand même du niveau. C'est-à-dire que le paddle féminin a tellement évolué que maintenant, les premiers tours ne sont pas faciles. Ils ne sont plus faciles. Donc, je pense que quand les filles s'inscrivent à un P1000, elles ne veulent pas forcément, elles ne recherchent pas, en tout cas, à participer à un tournoi homme en même temps. Par contre, ce qu'elles peuvent rechercher, c'est dans les moments où il n'y a pas de tournoi féminin, c'est justement pouvoir faire des matchs, pas forcément contre des filles, mais contre des mecs aussi. C'est la solution qu'a proposée la Fédération française de tennis. Et je trouve ça bien parce que justement, Maï en parlait la semaine dernière, Maïvo de Bordeaux, qui, avec Amélie, elles ont décidé de participer au P1000 et au P2000. Et en dehors de ces catégories-là de tournois, préfèrent jouer des tournois hommes, parce qu'il y en a pas mal sur Bordeaux, des tournois hommes 250, 500, ce qui leur permet de jouer d'autres personnes, de varier un peu et de pas toujours jouer les mêmes, et de pouvoir aussi garder un certain rythme de match. Donc pour moi, c'est positif à 100%. Donc demain, on pourrait avoir la chance de voir, enfin une chance, oui, une chance, allez, disons-le, une Laura Eclerc, Léa Godalier, vainqueur d'un P500 messieurs. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir une paire dames remporter un P500 messieurs? Ça dépend où, je pense. Parce qu'il y a des endroits où il y a tellement de joueurs, et il y en a d'autres où il y en a... Je sais pas. Ça dépend du niveau des mecs, forcément. Si tu as par exemple Shan qui joue, je sais pas, avec Franck Vinisti en finale d'un P500, tu crois qu'il y a moyen de passer ou non? Oui. Ah oui. Il y en a un que je connais par cœur. Ah, il y en a qui... Donc je sais ce qu'il gêne. Et ouais, oui, ça oui. Limite, il peut gagner sur forfait parce que ça part tellement vite qu'il peut en toucher une. C'est possible. Oui, bon. Allez, on va poursuivre et on va terminer sur la partie questions. Question d'abord, le paddle, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Sport collectif ou sport individuel au final? Les deux. Les deux. Les deux sur le terrain, c'est collectif parce qu'il faut forcément bien s'entendre avec son partenaire. Et en même temps, il faut penser à soi pour bien jouer, pour pouvoir espérer bien jouer en tout cas. Avec Laura, c'est ce qui se passe. On a des objectifs individuels et des objectifs aussi en équipe. C'est comme ça qu'on se prépare avec Jean-Mi. Alors, le paddle sport plus individuel que le tennis? Non. Non. Non, pas plus individuel. Non, forcément non. Parce qu'au tennis, j'étais toute seule, moi, ma raquette et personne d'autre. Donc, il n'y avait que moi qui existait, qui m'importait en tout cas. Savoir le coup de gueule de Léa Godalieu, quelque chose vraiment qui te tracasse depuis un certain nombre de temps. Ça fait 3 ans que tu joues au paddle, tu en as un peu marre. Là, il faut que tu règles tes comptes, pas avec moi, hein. Avec qui tu veux, mais avec moi. Voilà, non, le coup de gueule ça peut être une réglementation, ça peut être un joueur, ça peut être un comportement général ou un développement. Il y a pas mal de sujets, peut-être. Ça peut être. Ouais, il y en a énormément. Moi, ce que j'aimerais, et je sais qu'il y a du travail qui est fait pour que ça arrive, c'est qu'il y ait des tournois pour cette fin d'année 2020 en France. Parce que sinon... Vas-y. J'en profite. Tu me dis des tournois en France. Effectivement, on a entendu beaucoup de joueurs et joueuses dire c'est quand même dommage qu'on ait tout annulé comme ça, alors que peut-être que la crise sanitaire sera derrière nous d'ici 1 à 2 mois, peut-être. On a entendu Jérémy Scatena lors de notre interview. Le tennis ne peut pas ou ne souhaite pas organiser une grande compétition ou des compétitions de haut niveau pour le paddle, eh bien, qui s'engage, qui est prêt à proposer et offrir, à monter des tournois de paddle d'envergure en France. Pour ou contre? Tu serais d'accord pour cette initiative?
Bien sûr. Bien sûr que je serais d'accord. Après, comme je le dis, enfin comme je l'ai dit avant, je sais que la FFT bosse pour proposer quelque chose aux joueurs français. Ayant annulé les championnats de France, je pense qu'ils avaient leur raison de enfin pour annuler ce grand événement du paddle. Mais bon, maintenant que les choses ont évolué, je pense il faut proposer quelque chose pour nous les joueurs, ouais. Parce qu'on a on a envie de jouer, on a envie de se jouer et on a envie de reprendre la compétition en France, dans des clubs partout en Alors, France. je vais peut-être poser la question différemment, puisqu'on est sur le sujet de la compétition. Euh, Tu le sais là aussi, hein, ça fait sans polémiquer, mais est-ce que le fait que la FFT bah voilà, à cause du coronavirus, à cause de la crise, on va devoir tout annuler, même les tournois, même les épreuves qui ont lieu en septembre, en octobre, etc. Bon, certains ont dit clairement que ça avait été dit trop rapidement. Tu partages leur avis ou tu te dis non, bah, c'est bien qu'on ait tout annulé, tout. Moi, enfin, par rapport à ce coronavirus, j'y connais rien. Ah oui, Je ne suis pas non, mais je veux dire, je ne suis pas une spécialiste pour pouvoir dire si c'est bien ou mal le fait qu'ils aient annulé les tournois pour toute l'année 2020. Encore une fois, je pense que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient leur raison. Mais maintenant que les choses ont évolué, je pense qu'on peut proposer quelque chose pour justement remplacer toutes ces annulations de tournois. très bien. Bon, on va poursuivre. Pendant ce temps-là, une personne avait demandé si on pouvait détrôner la paire Colomb-Bonginier. Et je vois qu'il y a Monsieur Masson qui nous dit oui, vous pouvez la détrôner avec Laura Clerc. Et puis Alexia Dechaume, qui est une très bonne joueuse, évidemment, ancienne top joueuse de tennis, et puis très bonne Ouais. de paddle, qui dit oui, affirmatif, on peut les détrôner. Donc, bon, bah écoute, on verra sur la suite de la saison si effectivement c'est C'est l'objectif. c'est une possibilité, on verra bien. Allez, on va poser une autre question. Alors, c'était une question, je crois, au tout début de notre interview. Il y en a une Mhm. il s'agissait, alors c'est peut-être maladroit de la poser, parce que d'autant que Laura et toi, bah, vous vous lancez ensemble sur le circuit professionnel. Néanmoins, on peut la poser comme ça, à part Laura. Est-ce que tu aurais une partenaire rêvée en France? Rêver. Oui, rêver en France ou à l'international? Est-ce qu'il y a une joueuse, tu te dis, voilà, j'aimerais bien jouer avec elle, parce que je pense que mon jeu bah, sera voilà, à part moi, peut-être. T'es pas une joueuse, toi. Oui, je dis moi, Jusqu'à preuve du contraire, t'es pas une joueuse. je inscrit, je te rappelle, Fongbinisti a été, je crois, 30e joueuse française. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. J'en avais entendu parler. voilà, exactement. Donc, bon, c'était une erreur. Hein, bon. Oui. En France, non. En France, non, parce qu'on sait qu'Alix et Jess vont jouer ensemble. À Pour l'international, longtemps encore. est-ce qu'il y a une joueuse, Une partenaire rêvée. On parle pas du. Enfin, rêver, c'est peut-être une... pas réalisable dans les prochains jours, quoi. Ah ben, évidemment, ah bah, bien sûr. Marrero. Un Marrero. Ah Et oui. pourquoi Marrero? Tu la Bah, connais parce bien? que. Tu joues avec elle? Non, non, pas du tout. Je la connais pas. Alix la connaît bien mieux que moi, Robin aussi. Ouais. Mais parce que bah, il y a qu'à regarder les résultats déjà. Et puis sa manière de jouer, elle est très agressive. Elle est souvent vers l'avant. Voilà, j'adore. C'est vraiment une joueuse que j'admire pour son jeu. Est-ce que le fait d'avoir justement une Marrero, allez, top 1, top 2 mondial depuis maintenant des années, euh, Mhm. est-ce que ça donne pas de l'espoir justement à des joueuses? Parce que rappelons-le, hein, finalement, elle a été Elle joue au tennis. elle a joué au tennis, elle a été quart de finaliste à Roland Garros, et elle nous avait dit dans une interview qui date il y a 2 ans, je crois, elle nous avait dit, vous savez, moi finalement, ça a été assez rapide, ça s'est fait totalement par hasard, j'avais été blessé au tennis plus tard dans le top mondial. Ça donne de l'espoir pour des joueurs justement qui n'ont pas finalement tant de paddle que ça et qui se retrouvent comme ça dans le top de la hiérarchie mondiale. Bien sûr que ça donne de l'espoir. Après, on joue avec nos forces. On vient du tennis, donc on a forcément d'autres forces que les filles qui viennent uniquement du paddle et qui n'ont pas de base tennistique. On est peut-être plus agressif qu'elles, ou que, je parle aussi pour les mecs. Je pense que les Français, c'est un peu la même chose. Euh, mais oui,
ça donne espoir en tout cas. Et puis on y croit. Je pense qu'on est tous partis en Espagne pour ça, parce qu'on y croit. Allez, sur la partie questions, n'hésitez pas, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns qui nous posent des questions sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez également nous poser des questions. Je vais alors, juste petite précision, j'ai Alexia de Chaume qui nous dit qu'elle répond. Je l'avais compris comme ça, moi, sa réponse. Par rapport à la question si les femmes pouvaient gagner des P500, elle dit oui, un oui affirmatif, comme dirait l'autre. Et puis, pour détrôner Alix et Jess, possible, il va falloir être très forte. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, je pense que c'est exactement ce que tu as dit. Bien joué. Bien. Faut jouer le match parfait. Autre question qui a été posée peut-être par Benji Loyalu. Ouais. Peut-être une personne de chez toi, on va savoir, je sais pas, Loyalu. Ça me dit rien. Il y a des mauvais souvenirs dans le paddle. Pour toi, est-ce que il y a eu beaucoup de bons souvenirs avec effectivement le fait que tu sois en équipe de France, le fait que tu sois la 3e joueuse française? Au final, ce sont 3 belles années. Est-ce qu'il y a eu quand même des problèmes dans le jeu, en perte de vitesse, à des moments de doute, où tu as été toujours en perpétuel développement, à fond, en y croyant à 500%? Non, l'année dernière a été compliquée. Après, ce que je disais tout à l'heure, ça a été compliqué parce que Mélissa a eu des problèmes perso et qui sont venus un peu affecter notre relation sur le terrain. Donc j'en suis venue à perdre un peu parfois mes objectifs de vue. J'étais plus sur presque de la psychologie, si on peut dire, que sur du sportif à proprement parler. Donc je dirais que là, à un moment donné, ouais, ça a été un peu compliqué parce que je me suis un peu perdue. J'ai un peu perdu mon côté compétitrice, on va dire. Donc oui, si je devais avoir pas un mauvais souvenir, mais une période compliquée, ce serait celle-ci. D'accord. On va continuer sur les questions. Je vois que sur Facebook, il y en a de belles. D'abord, il y en a qui te crient leur amour. Je vois par exemple Isabelle. Je vois pas. Isabelle Labadie qui t'aime. Oui, moi aussi. Des fans qui t'aiment de toute la France. Isabelle Roby, je t'aime, Maléa. Moi aussi. Pareil, je connais, c'est bon. Il y a quelques messieurs aussi, je ne connais pas, je pense pas, qui disent non, c'est pas fou, non, il faut que je fasse attention, casser la figure. Ouais, on va poursuivre sur les questions. Et c'est Stéphane Negaret qui nous demande, question très sérieuse de sa part, j'ai l'impression, qui nous dit: est-ce que tu peux demander à Léa de chanter devant tout le monde du Jaja Nakamura? Ouais, c'était sûr. Non. Non, il n'y a que lui qui sait le faire. Il n'y a que lui qui sait le faire, ouais. Alors, par rapport à Catherine Cazenave qui nous demande qu'as-tu mis en place durant le confinement qui a fait la différence. On a déjà un petit peu en parlé en début d'interview. Donc, on reviendra peut-être sur ce thème juste après. Mais d'abord, il y en a une qui m'intéresse, c'est Noah Mazeres, ce jeune joueur français en Espagne et qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Bonjour Noah, qui nous demande si tu... On a fait notre premier tournoi juste avant que ça parte en vrille en Espagne avec le coronavirus. On a fait notre premier tournoi, on a bénéficié d'un forfait au premier tour. Et après, on a joué contre des filles qui sont entre 35 et 45. On a perdu 7-6, 7-5, je crois. On a fait un très bon match. C'est des filles qu'on avait joué à l'entraînement quelques semaines auparavant. On avait pris 2-7 secs. Si je me rappelle bien, un truc du style 6-2, 6-1. Et après Marbella, en fait, 2 jours après, on a joué contre ces filles-là qui venaient de faire un bon résultat à Marbella aussi. Donc elles étaient en pleine confiance, nous aussi. Ça a donné un bon match des deux côtés. On était contentes de nous parce qu'on a réussi à mettre en place de belles choses qui nous donnaient de la confiance pour la suite. Et malheureusement, ça s'est arrêté brusquement. Allez, peut-être 2 dernières questions. Je vois qu'il y a le thème de Robin Aziza qui revient régulièrement lorsque tu as eu des top joueuses. Et forcément, ton cas, alors pour reprendre la question sur Instagram, alors, plutôt, comment s'est passé d'abord tes relations avec Patrick Fouquet et comment justement tu as accueilli ce changement de sélectionneur?
Bah, écoute, Patrick Fouquet, je n'avais rien contre lui. Je dirais juste que sur le terrain, peut-être qu'il y a eu des moments où on n'était pas en accord, où la communication était peut-être un peu compliquée. Et comment j'ai accueilli la sélection de Robin? Écoute, très bien parce que non, pas parce que je pense qu'il regarde, mais surtout parce que je pense que on avait peut-être besoin de changement. Toutes les filles, on se le disait. Peut-être c'était le moment de changer. Et Robin, je pense que de par ses connaissances, de par son expérience, va nous apporter quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose d'un peu plus frais, si je peux dire. Même si avec Patrick, on a fait de très bons résultats avec la Team France. Je pense que nos objectifs évoluent dans l'équipe de France parce que les filles, les joueuses, leur niveau évolue aussi. Donc c'est normal que voilà, nos objectifs évoluent aussi. Et je pense qu'avec Robin, on peut aller chercher quelque chose de très gros, très grand. Bon, eh bien, on terminera sur ces beaux mots. Un grand bonjour évidemment au sélectionneur de l'équipe de France, Robin Aziza. Bonjour évidemment à Christina Clément, hein, qui est là et qui regarde, parle bien, ça dit pas trop De bêtises. de bêtises, mais elle le sait, on le sait, hein, c'est pas du genre de la maison. Un grand merci à tous. Merci encore Merci à tous. d'accepter cette invitation. Bonne chance pour la suite. Puis pour la Merci, mon Panky. a priori, la reprise peut-être mi-juillet, hein, d'après ce que j'ai pu lire sur Oui, magazine. oui. On s'entraîne pour ça, pour être prêt à... Une interview particulière, hein, pour jeudi prochain, 18h. Ça peut te concerner également, Léa, puisqu'il s'agit de Vincent Laurensens, que tu connais certainement, puisqu'il s'agit du directeur du tournoi du World Padel Tour en Ouais. Belgique, à Bruxelles. Et ça va être un très très beau et grand tournoi européen qui aura lieu, ce sera une première, hein, dans ce calibre-là à Bruxelles. Et voilà, on va essayer de revenir avec lui sur toute cette période, sur le tournoi, ce qui est en préparation. Je peux te dire